des entretiens comme ça avec vous dans une ambiance informelle. On se connaît entre nous déjà pour plusieurs d'entre vous. En janvier, il y a eu déjà un dialogue du même genre et donc aujourd'hui, on va pouvoir continuer. Nous sommes très ouverts par rapport aux médias étrangers et votre serviteur, aussi bien que une autre votre serviteur, nos ambassadeurs, les représentants de notre département sont toujours ouverts pour discuter avec nos collègues étrangers et expliquer notre point de vue, notre vérité à nous. Donc nous sommes toujours à votre disposition. En même temps, nous espérons bien sûr que ce que vous entendez chez nous, que vous, après, redites ça exactement de la même façon pour vos auditoires, concernant toutes les mesures que le gouvernement entreprend pour empêcher l'impact négatif des sanctions qui a été, donc les sanctions qui sont appliquées contre nous dans le cadre d'une guerre hybride, militaire, politique, médiatique, économique et autres. Donc vos lecteurs qui s'intéressent à tout ce qui se passe maintenant, donc pour eux c'est très important d'avoir des informations directement de chez nous. Bien sûr, en même temps que tout ce qui est raconté donc dans vos médias chez vous. Mais je pense que les journalistes, aussi bien que les diplomates en général, chérissent des bonnes informations et cherchent à être impartials lorsqu'ils expliquent tel ou tel événement. Et surtout lorsqu'il s'agit des opinions qui sont proposées pour notre auditoire, aussi bien que chez vous, pour les vôtres. Donc il s'agit en effet des informations qui sont basées sur des faits réels. En Russie, tous nos faits sont renforcés par des témoignages spécifiques. Toutes ces informations doivent aller jusqu'au consommateur final qui se trouve effectivement sous toute une avalanche de fausses informations, des fakes qui déforment la réalité d'une façon très grossière. Donc, faire entendre la vérité, apporter la vérité pour vous, pour les consommateurs et surtout pour les diplomates, c'est très important. Nous essayons que le travail avec les journalistes étrangers soit le plus efficace possible, le plus simple, le plus simplifié. Nous organisons des tours, des voyages de presse dans différentes villes de notre pays pour que vous puissiez sentir l'ambiance dans notre pays, ce que ressentent nos citoyens. Pour la plupart, ils sont très ouverts et ils sont amicaux, ils sont prêts pour les contacts. En 3 ans, nous avons déjà organisé une 60aine de voyages dans nos régions, donc ça fait à peu près une 20aine de voyages de presse par an. C'est un nombre assez important et nous allons continuer à le faire et je vous invite bien évidemment à une autre série de voyages qui sera bientôt annoncée. Nous nous en occupons pas parce que nous cherchons à marquer notre différence par rapport aux pays occidentaux qui n'encouragent pas ce genre de pratiques, même s'ils se considèrent comme les villes, comme des espaces de démocratie, des lumières, etc. Alors qu'en même temps, en fait, ils empêchent toute information concurrente. Nos journalistes et nos médias sont supprimés de plus en plus
parce qu'on les appelle, on continue à les appeler comme des porte-parole du Kremlin. Par exemple, il y a une situation insupportable qui existe entre Sputnik et Arte, Russia Today. Je veux dire que RT et Sputnik sont retrouvés sous le rouleau compresseur de la censure, non pas à cause de l'opération spéciale militaire, mais même il y a déjà 5 ou 6 ans, ça continue déjà depuis 5 ou 6 ans. Par exemple, il y a 5 ans et 6 ans, le palais d'Élysée a refusé l'accréditation à Sputnik et à RT, même par la bouche même du président Macron, qui a expliqué que ce refus s'explique par le fait que ce sont des outils de propagande russe. Donc cette guerre hybride, avec toutes ses composantes, la composante militaire, économique, culturelle, médiatique, cette guerre a commencé bien avant l'opération spéciale russe en Ukraine. Ce qui a été avoué d'ailleurs assez naïvement par M. Stoltenberg, comme quoi la guerre pour eux avait commencé en 2014. L'OTAN a commencé à se préparer à la guerre en 2014 lorsqu'ils sont fait venir au pouvoir en Ukraine des putschistes, des russophobes, qui ont déclaré la campagne contre la Russie, pour chasser les Russes de la Crimée, etc. Et donc Stoltenberg a avoué que, déjà depuis 2014, l'OTAN prépare cette guerre contre la Russie. Et si on parle de RT et de Sputnik, effectivement, ils ont été inclus à l'initiative américaine en tant qu'agents étrangers aux États-Unis. Et ceci 5 ans avant l'opération spéciale. Donc ça fait partie de la guerre d'information qui est un composant inaliénable de la guerre hybride qui est menée contre nous. Monsieur Borrell, le diplomate numéro 1 de l'Union européenne, il y a une semaine avait déclaré publiquement, sans aucun remords, que l'interdiction des médias russes en Europe est une mesure de protection de la liberté d'expression. Donc c'est à vous de faire des commentaires là-dessus. Je suis sûr que vous connaissez ce que c'est que les principes du journalisme libre. Vous connaissez bien ce que font RT et Sputnik. Si vous trouvez que ces agences violent les principes de liberté d'expression, ce serait intéressant aujourd'hui d'avoir des exemples sur ces violations. Nous considérons une intolérance totale au pluralisme d'opinion, ce qui est la plus grande valeur du libéralisme classique. Même si on se met du côté du libéralisme, du côté des libéraux, pour défendre la vérité, mais sur le plan juridique, cette annulation des médias russophones contredit d'une façon très brutale les obligations que les pays occidentaux se sont engagés à respecter pour avoir l'accès équitable de toutes les sources étrangères pour leur population, que les étrangers et les locaux puissent avoir l'accès égal aux médias. Donc, des initiateurs de ce genre d'obligations, de ce genre d'engagement concernant l'accès à l'information, en 1990, l'initiatrice de cette initiative, c'était la France. La France qui vient de chasser, il y a déjà quelques années, a chassé de France Sputnik et RT, déclarant que c'était des outils de propagande russe. Cet engagement à assurer l'accès équitable
aux informations avait été pris en 1990 lorsque l'Union soviétique était en train de disparaître, lorsque l'Occident considérait que d'ici là, on va arriver vers la fin, d'ici quelque temps, on allait arriver à la fin de l'histoire, que toutes les règles de la vie de l'humanité, y compris le choix des informations qui doivent être présentées à la population, l'Occident pensait qu'il n'y aurait que l'Union européenne, l'OTAN et l'Union, et décidera du contenu de cette information. Et on nous avait imposé ces solutions dans le cadre de l'OSCE qui allaient liquider tous les obstacles pour l'information libre. Lorsque nous avons traversé cet effondrement étatique, et après, lorsque nous avons traversé cette période, et après nous avons essayé de créer vraiment des médias vraiment libres, tout de suite, ceci a beaucoup gêné. D'ailleurs, les Français étaient les premiers gênés, être gênés par des informations qui venaient de chez nous. Ce qui prouve que cet abrutissement informationnel de la population, c'est devenu une norme pour les gouvernements occidentaux. Et n'importe quel renseignement ou information qui mettait en question de l'opinion officielle était du coup gênant. Ça ressemble beaucoup à ce qui s'était passé en Union soviétique lorsque le gouvernement soviétique cachait toutes les informations, sauf les informations venant des partis communistes, des pays occidentaux, etc. Et maintenant, c'est la même tendance, d'après George Orwell, très proche de ce qui a été décrit par George Orwell. Et cette tendance existe donc maintenant dans les pays occidentaux. On peut donner juste un exemple. Regardez la réaction qu'il y a en Occident par rapport aux dénonciations basées sur plusieurs faits réels de M. Hersh, un expert américain qui parle de l'explosion des gazoducs russes dans la mer Baltique. Regardez, si c'était les Russes qui auraient explosé des gazoducs similaires au Canada, aux États-Unis, vous parleriez que de cela actuellement. Alors que maintenant, vous avez des informations prouvées, très sérieusement prouvées, parce que M. Hersh, c'est un journaliste très sérieux, qui ne renonce pas à ses déclarations, à ses analyses. Au contraire, tous les jours, il ne cesse de les confirmer et essaye de dialoguer effectivement avec ceux qui sont mentionnés dans ces investigations. Et il y a zéro réaction de la part des médias occidentaux. Il a fallu 2 jours après la déclaration de Theresa May que les Skripal étaient très probablement empoisonnés par les Russes. Au bout de 2 ou 3 jours, 150 diplomates russes étaient partis, ont été chassés des États-Unis et de l'Occident et des pays occidentaux. On n'a même pas cherché à vérifier, rien du tout. J'avais même demandé à l'époque à nos collègues qui se sentaient très inconfortables dans ces situations, je leur ai demandé, voilà, les Anglais vous obligent de chasser les diplomates russes des pays continentaux, des pays sur le continent européen. Est-ce que, à part de dire très probablement, Theresa May a présenté des preuves ou des motivations des Russes pour empoisonner ces personnes-là?
Et mes collègues me répondaient non, on n'a pas eu de preuves, mais on nous a dit de les chasser au plus vite et les preuves arriveraient plus tard. Donc moi j'ai pris le temps de leur redemander quelque temps après s'ils avaient eu des preuves finalement. Mais les collègues ont baissé leurs yeux et ont dit qu'ils n'ont jamais eu de preuves. Voilà comment fonctionne la propagande lorsque les anglo-saxons en ont besoin. Est-ce que les témoignages de Seymour Hersh sont moins convaincants que ces choses insipides qui ont été présentées par Londres sur le destin de Navalny, tout simplement on nous dit qu'on a des analyses qui prouvent que M. Navalny a été empoisonné, mais nous ne pouvons pas vous fournir les résultats de ces analyses, puisque Navalny lui-même ne le veut pas. Après, on a commencé à nous dire que ces données appartiennent maintenant aux organisations de l'interdiction des armes chimiques. On s'est adressé à eux, mais l'organisation nous a expliqué qu'on n'a pas... Effectivement, les Allemands nous ont fourni ces informations, mais on n'a pas le droit de les publier. Ils ont juste publié un petit extrait absolument incompréhensible. Donc c'est en fait une violation, une dérision. C'est dérisoire par rapport au principe de liberté d'expression. Lorsqu'un de vos collègues a demandé s'il va y avoir l'investigation sur les révélations de Seymour Hersh, on nous a répondu que mes collègues n'avaient pas de mandat pour s'occuper de ces investigations. Si vous essayez de prendre les informations qui ont été publiées il y a 3 ou il y a 4 mois, lorsque vous disiez que le secrétaire général de l'ONU ne peut pas faire des investigations à la demande juste de 2 ou 3 pays. C'était par rapport à un incident chimique en Syrie, je ne me souviens plus, mais c'est très facile de trouver cette histoire dans l'Internet. Et alors, le secrétaire général et son assistante, Madame de Carlo, qui est citoyenne des États-Unis, avait dit que nous réalisons les investigations à la demande de l'Assemblée générale, du Conseil de sécurité ou des pays membres. Comment des pays membres? Les pays membres ne peuvent pas vous demander des investigations. C'est une procédure juridique. Il faut respecter un certain nombre de règles. Seulement le Conseil de sécurité peut le faire. On nous a répondu alors qu'une demande des pays membres est suffisante. Et aujourd'hui, le pays membre, la Fédération de Russie, a demandé de faire des investigations à l'ONU par rapport aux révélations de Seymour Hersh. Donc on va voir si M. Guterres, si son représentant officiel, M. Dujarric, comme par hasard un citoyen français, ou son remplaçant, M. Hack, comme par hasard un citoyen des États-Unis, est-ce que ces messieurs pourront formuler très précisément, très nettement leur position lorsqu'on sait que Mme Di Carlo, la femme du secrétaire général, affirmait que le secrétariat de l'ONU peut faire des investigations à la demande des pays membres. Bon, j'essaie d'ironiser un peu, mais c'est juste... je voudrais dire qu'on assiste à une espèce de privatisation du secrétariat de l'ONU. Et on voit ça que pour les armes chimiques, pour d'autres domaines. Et lorsque on dépasse toutes les mesures de décence, tout simplement, lorsque
on casse et on ignore toute la procédure nécessaire qui existe. Lorsque le secrétariat technique sur l'interdiction des armes chimiques est obligé de s'occuper des choses qui sont interdites dans le cadre de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques, ils ne peuvent pas désigner les coupables. Ils doivent tout simplement dire si l'arme chimique interdite ou matière chimique interdite a été utilisée ou pas. Tout le reste doit faire partie du consensus et doit être présenté comme un supplément obtenu sur la base du consensus dans le cadre de la Convention. Et il y a 2 ans, l'autorisation a été donnée d'accuser la République arabe syrienne. Et effectivement, pour justifier une ridicule mise en scène organisée par les casques blancs. Mais le rapport qui a été présenté, le rapport dérisoire, ridicule, qui avait été présenté par les casques blancs lorsqu'ils prenaient des garçons à partir des caves, des sous-sols, et après les arrosaient avec de l'eau, avec des tuyaux d'eau, pour dire qu'il les sauvait des armes chimiques. Ceci a été suffisant pour... Exercice rare